Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de raison objective à ce que cela baisse. Tout simplement parce que les groupes de pirates sont très actifs depuis maintenant presque 4 ans à différents endroits de la planète et attaquent un peu tous azimuts. Hein. On n'est pas les seuls à être touchés. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre subissent aussi les assauts des cyberattaquants. Donc, à part augmenter notre niveau de protection, ce qu'on est en train de faire, et préparer les établissements de santé à être le plus résilient possible face à une cyberattaque, il n'y a pas de raison pour que cela cesse. Il n'y a pas de raison particulière pour que ça augmente non plus. Donc moi je vois plutôt une stabilité et ça va durer plusieurs années. Et aujourd'hui on est très concentré sur les cyberattaques de type rançongiciel, c'est-à-dire chiffrement de données et demande de rançon. Mais il y a d'autres types de cyberattaques que les États-Unis ont rencontrées à l'époque de leur numérisation et qu'on n'a pas encore connues. C'est l'exfiltration carrément de bases de données médicales avec de très forts contenus. On est encore à l'abri de cela. Donc non, on n'est pas sorti de l'auberge et le système doit évoluer vers plus de solidité face à des groupes de pirates qui ne vont pas s'arrêter vu l'aspect très lucratif de leur action. On a des fragilités directement liées à la révolution numérique que les hôpitaux ont réalisée entre les années 2000 et 2020. J'entends par là que la surface numérique des hôpitaux s'est largement accrue. C'est-à-dire que dans les années 2000, on avait des fonctions support informatisées, achats, finances, ressources humaines, et qu'en 20 ans, tout s'est informatisé, que ce soit toutes les spécialités internes, l'imagerie, la biologie, l'anatomocytopathologie, les blocs opératoires, les urgences, le bed management. On a énormément de logiciels qui supportent tous les processus de l'hôpital. Donc, une plus large surface numérique, donc une plus large surface d'exposition. En plus, sur des systèmes d'information que l'on souhaite communicants et pas fermés sur eux-mêmes. Un système d'information hospitalier, il doit être ouvert vers la médecine de ville, il est interconnecté avec des prestataires aussi, hein, pour superviser des équipements, comme les équipements d'imagerie lourde, hein, ou autre chose. Donc on a cette surface. À l'intérieur de ce système d'information, on a une certaine dette technologique qui fait qu'on a encore dans beaucoup d'hôpitaux du matériel pour partie obsolète, donc qui représente clairement un risque, hein, et sur lequel parfois les cyberattaques s'appuient sur cette obsolescence matérielle bien connue avec des ordinateurs en support d'applications médicales encore sur des vieilles versions ou qui ne peuvent pas être patchées. Et puis, une autre fragilité pourrait être une culture du risque numérique qui n'est pas évidente à déployer à l'intérieur d'un hôpital où on est dans un environnement, et tant mieux, plutôt extrêmement bienveillant, très loin des considérations qu'on pourrait avoir chez un industriel de l'armement ou dans une centrale nucléaire. Donc il faut aussi inculquer cette culture du risque numérique, et ça passe par les basiques qui sont dans un hôpital pas toujours faciles à mettre en œuvre. À partir du moment où la cyberattaque touche le cœur du système d'information et rend donc indisponibles les applications métiers, ce qu'on a pu voir arriver dans des hôpitaux comme Corbeil, Versailles, Dax ou autres, on a une informatique qui passe d'un statut opérationnel à un statut complètement inopérationnel, avec des conséquences immédiates sur un certain nombre de patients. Je pense aux patients de réanimation, je pense aux bébés en réanéonat et autres, que les hôpitaux sont obligés de déplacer en fait et d'envoyer ailleurs, parce que l'environnement technologique qui permet leur maintien en sécurité est défaillant. On va très rapidement ne plus pouvoir assurer les urgences. C'est pas tant qu'il n'y a pas d'urgentiste, c'est qu'on ne sait plus faire d'examen de biologie, on ne sait plus éventuellement passer un scanner, et donc ils n'ont plus leurs outils. Comme disaient ceux de Dax, on n'a plus nos outils habituels et on se retrouve en médecine de brousse quelque part. Et donc l'hôpital la deuxième conséquence rapide après l'évacuation des patients à risque, ça va être la fermeture d'un certain nombre de services et le reroutage vers des offres de soins équivalentes du territoire. On peut avoir des problèmes avec le SAMU, très important. S'il y a un SAMU qui est pris dans la cyberattaque et qui fait que le 15 n'est plus accessible, mais ça, il y a des mécanismes de bascule. Et puis ensuite, au bout de 4-5 jours, l'hôpital va
se stabiliser, entre guillemets, dans cette phase d'ennui et pouvoir regarder ce qu'il est capable de continuer à délivrer, souvent de façon dégradée, et ce qu'il n'est clairement pas en capacité de délivrer. Et là vont se jouer des coopérations territoriales entre les différents acteurs. Premièrement, le blocage de leur système informatique, c'est avant tout un vrai souci, hein. C'est-à-dire en bloquant le système informatique, on bloque l'hôpital, donc on l'empêche de mener à bien ses missions. Souvent, les RSSI disent que le principal risque, c'est finalement celui-là, presque plus que de l'exfiltration de données, parce que finalement, de l'exfiltration de données, ça va donner lieu à des considérations et des problématiques juridiques. Mais les gens ne vont pas mourir, hein, parce que les données sont exfiltrées. Donc ça, c'est le premier problème, le blocage de l'outil, quelque part, de production et de délivrance des soins. Le deuxième point, c'est effectivement à un moment donné qu'un hôpital a l'absolue responsabilité de la confidentialité des données de ses patients. Par les lois usuelles, complétées récemment par le RGPD et d'autres textes du Code de la santé publique. Ça signifie que des données exfiltrées qui se retrouvent ensuite au milieu d'un chantage entre un groupe de pirates et un hôpital, et éventuellement divulguées, comme ça a été le cas de Corbeil, on a un vrai problème, parce qu'ensuite, effectivement, l'hôpital ne remplit pas sa mission de confidentialité, peut potentiellement être attaqué, et ça peut donner lieu à des procédures judiciaires assez longues. Déjà, elles sont bienvenues. Elles sont bienvenues. Le discours d'Emmanuel Macron de février 2021 montre que le président de la République se saisit du sujet, effectivement fait un certain nombre d'annonces, et ce que je peux constater au cœur de cet écosystème de la cyber en santé, c'est que ça bouge beaucoup plus vite depuis un an et demi que ce qu'on a pu connaître précédemment, même si la sécurité était intégrée depuis 2013-2014 dans les programmes d'accompagnement numérique des hôpitaux. Pour autant là, depuis un an et demi, 2 ans, ça accélère, on le sent. À l'heure où on se parle, il y a une task force cyber au ministère qui va rendre des conclusions fin mars sur un plan pluriannuel cyber pour les établissements de santé. En 2021-2022, les établissements de santé ont bénéficié de 25 millions d'euros d'accompagnement dans le cadre de France Relance par l'ANSSI, qui les a accompagnés dans l'acquisition d'un certain nombre de solutions suite à audit. Là, on sait que des moyens arrivent dans les agences régionales de santé pour accompagner les hôpitaux à réaliser des exercices de cybercrise. Donc ce serait pas sérieux de dire qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant, ce qui va être important d'observer en 2023 et 2024, c'est comment on les utilise. Est-ce qu'on fait du saupoudrage sur tous les hôpitaux, ce qui serait une mauvaise idée? Ou est-ce qu'on pense des stratégies régionales mutualisées, où on peut avoir des services de sécurité appuyés sur des progiciels divers, mis à la disposition du système de santé, à la fois sanitaire et aussi médico-social. Ce qu'on entend sur le terrain, c'est que des moyens, c'est bien, mais il va aussi falloir des bras, et que les bras, c'est compliqué à trouver pour tout le monde en ce moment. Et il faut que les hôpitaux sachent et apprennent à recruter les compétences cyber aussi, pas simplement en les payant plus, bon, c'est un élément, hein, c'est certain, mais aussi en les intéressant, en se vendant un peu et en vendant l'intérêt de venir faire de la cyber au sein de l'écosystème de santé, qui est un très bel endroit. Oui, beaucoup, même si sa position évolue progressivement. L'État aussi le souhaite et a souhaité que progressivement on ait des RSSI qui ne soient plus rattachés à la direction des systèmes d'information, comme on le voit encore, qu'on ait des RSSI qui soient soutenus par un directeur ou une directrice générale, soit directement, soit via un comité de sécurité représentatif. Donc oui, c'est un soldat qui cherche encore sa position, qui cherche encore ses alliés, qui cherche encore son positionnement, comment être perçu comme quelqu'un qui amène de la valeur et qui n'est pas perçu comme un paranoïaque non plus. Enfin, il y a tout un travail à faire sur ce métier encore. C'est pas stabilisé dans la santé. Il y a des endroits où ça va bien, on a des RSSI bien positionnés, qui ont le poids nécessaire pour exercer, et puis il y en a d'autres encore où leur structure de gouvernance est faiblarde et ils ont du mal à être entendus. Mais on est sur un bon chemin.